Dans votre livre, Les musulmans, une menace pour la République, que vous citiez, que vous avez coécrit avec Stéphane Lathion, vous mentionnez également que les années 80, notamment en France, c'est aussi la montée d'un sentiment identitaire chez les jeunes musulmans, chez les générations qui gentiment vont s'appeler Beur elles-mêmes. Absolument. Donc là, il y a, pour comprendre la situation de l'islam aujourd'hui en France, il y a deux choses. Il y a l'analyse politique. L'analyse politique dit que quand on revoit les médias, quand on revoit les interventions des uns et des autres, 1989 commence par la condamnation de Salman Rushdie par l'ayatollah Khomeini. Donc on voit des images de barbus, on voit un barbu en particulier, l'ayatollah Khomeini, avec des femmes qui sont à côté, qui ont le tchador. Bon, en n'oubliant pas que, quand même, l'ayatollah Khomeini a été accueilli en France en 79 par les Français pour ensuite prendre et occuper le régime contre le Shah d'Iran, avec des enjeux pétroliers derrière. On ne l'oublie pas. Février 89, c'est la fatwa. Avril-mai, qu'est-ce que fait l'ayatollah Khomeini ? Il va fêter ces 10 années de révolution iranienne. Et donc, il va envoyer sur tous les écrans, CNN y compris, des images de femmes en tchador, fières d'avoir le tchador, et des barbus. Bon. L'opinion publique mondiale, à ce moment-là, se fait une idée du musulman. C'est un barbu qui fait porter le voile à sa femme. En n'oubliant pas que, après tout, quand même, l'ayatollah Khomeini n'est que chiite, si l'on peut dire, c'est-à-dire 14-15% de la population musulmane. Puisque la majeure partie des musulmans du monde sont de tradition sunnite. Absolument, ils sont sunnites, majoritairement. Mais c'est pas grave, c'est le chef, c'est le pape musulman. On relie la religion musulmane au prisme de la religion majoritaire qu'est le catholicisme. Un seul chef, forcément, une seule théologie et un seul droit, le droit canonique. Non, l'islam c'est plusieurs droits, c'est plusieurs théologies et c'est plusieurs chefs, si ce n'est une galaxie de chefs qui se querellent. Bon, je continue. En France, que va-t-il se passer ? À partir de juin-juillet, on va fêter le bicentenaire de la Révolution française. Qu'est-ce qui va être mis en évidence au bicentenaire en 1989 ? C'est la laïcité. En 1889, c'était la liberté. En 1989, c'est la laïcité. Laïcité, sous-entendu, son opposant, le barbu musulman. En juillet 89, Lionel Jospin fait voter une loi sur la possibilité de porter des symboles à l'école. Les syndicats de professeurs sont pas très contents. Bien. Début septembre, rentrée scolaire, septembre 89, 3 jeunes filles du collège de Creil portent le voile. Cela va devant le Conseil d'État, et en novembre 89, fin novembre 89, le Conseil d'État, qui est la juridiction supérieure administrative française, dit, dès lors qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il est possible de porter, dans le cadre du règlement, un vêtement religieux. En l'occurrence, le tchador. Scandale en France. Parce qu'en effet, la liberté religieuse, la laïcité, c'est d'abord la possibilité de pratiquer sa religion ou pas. C'est la liberté de conscience à tout prix, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre ? Donc, fin novembre, on montre du doigt les jeunes femmes, les barbus, les musulmans. Eh bien, juste avant que le Conseil d'État donne son avis, la veille, 2 circonscriptions vont passer à l'extrême droite. L'extrême droite va avoir 2 députés. Et sur quoi s'est faite la campagne ? Est-ce que c'est le grand bolchevique, le monstre russe ? Est-ce que c'est le grand frère ? Est-ce que c'est le parti communiste ? Les égorgeurs de capitalistes ? Non, ce n'est pas le péril rouge. Parce qu'il est mort le 9 novembre 89. Qu'est-ce qu'on va montrer du doigt ? Quand on regarde les slogans du Front National, dès l'époque, c'est le musulman. L'arabe musulman. Voilà comment cette année explique, à mon sens, la substitution de l'ennemi, du grand adversaire. Ce à quoi s'ajoute l'analyse sociologique qui renforce le problème aujourd'hui des Beurs, et donc aussi des Arabes, et donc aussi des Arabes musulmans en France notamment, et en Suisse, c'est que cette deuxième génération qui, aujourd'hui, objectivement, sociologiquement, pose problème, dans le sens où elle revendique, elle porte des symboles religieux. Eh bien, cette deuxième génération est en construction identitaire. Que faut-il ? Que nous dit la sociologie quand on construit son identité ?
qu'est-ce qu'il faut quand on construit son identité en tant qu'individu? Il faut 3 groupes. Un groupe d'origine, un groupe d'appartenance, les semblables, les amis, le quartier, le milieu professionnel. Et un 3e groupe, le groupe de référence, c'est-à-dire le groupe idéal auquel on souhaite participer, auquel on souhaite apporter sa contribution, mais aussi reprendre les symboles et les attributs de ce groupe de référence. Regardons les Beurs dans les années 90. Les Beurs dans les années 90, le groupe d'origine, quand ils reviennent au bled, ces jeunes personnes d'origine maghrébine, quand elles reviennent au bled, leurs tantes, leurs grands-parents, leur famille les regardent avec des grands yeux et les traitent de bâtards. Je renvoie vers les travaux de Abdelmalek Sayad, grand spécialiste de l'immigration, 2e génération d'origine maghrébine. Ils sont bâtards. On les voit comme les enfants de la République, on les voit comme les petits-enfants des anciens colons. Ils sont pas bien reçus. Leur groupe d'origine, les Beurs, les rejette. Le groupe d'origine rejette les Beurs. Alors peut-être le groupe de référence. Quel est le groupe de référence à la fin des années 80 en France? Le groupe de référence à la fin des années 80, c'est des personnes qui ont fait de grandes écoles, qui ont des diplômes, Sciences Po notamment. C'est des hauts revenus, c'est de la culture savante. Eh bien, est-ce que les Beurs sont à Sciences Po? Aucun, en 1995. Aucun. Ils sont HEC, et Haute École Commerciale? Aucun. Est-ce qu'ils ont accès aux revenus? On le sait. Non. Ils sont disqualifiés dans des banlieues, dans des cités. Ils ont affaire à un système de la débrouille, le système D, et parfois l'économie au noir. Est-ce qu'ils ont accès à la culture savante? Pas vraiment, non. Qu'est-ce qu'il leur reste pour construire leur identité à ces jeunes gens? Une seule chose, le groupe de leurs semblables, le groupe d'appartenance. Or, on le sait, les sociologues américains l'ont remarquablement démontré depuis la Seconde Guerre mondiale, pour être membre d'un groupe de semblables, on a 4 attributs, 4 signes, 4 symboles. L'alimentation, le vêtement, la musique et le langage. Alors, j'ai repris au sérieux l'approche de nos confrères sociologues américains. Le langage, il apparaît le rebeu, l'arabe, en verlan, le beurre, le keuf, la meuf, tous ces noms où on inverse le mot, mais on supprime, c'est important, toutes les voyelles, parce que la langue arabe, il ne faut pas l'oublier, elle est sémite, comme l'hébreu, on supprime les voyelles. Et donc ce verlan arabe, c'est 1988. Ça va se diffuser. Hop, voilà. Alors le verlan existe depuis le XIIe siècle en France, mais le verlan arabe, 1988, ça se diffuse socialement dans les banlieues. Ils ont constitué leur propre langage. Maintenant, regardons la musique. Quand est-ce qu'en France, le rap va se développer? Les premiers groupes. NTM Assassin, 1985-1988. Le grand succès des groupes, 1989. Dans les médias. Le langage, la musique. Regardons alors l'alimentation. Quand les premières revendications? 1989. Pour la viande halal, l'abattage rituel? Absolument. Alors, une ou deux, 1989. Alors, il me reste à regarder maintenant le vêtement. En tant que bon sociologue, essayons de comprendre le groupe d'appartenance de ces Beurs. Regardons du côté du vêtement des garçons. C'est l'époque où Yasser Arafat vient en France. C'est l'époque où Israël-Palestine, est-ce qu'il y a eu une amélioration un jour? Non, mais en particulier en 89, c'est difficile. Il y a des tensions. On fait face aussi après l'intifada, 87, 88, bon. Et figurez-vous que ces jeunes gens de banlieue, ces Beurs, vont prendre un vêtement pour provoquer aussi. Ça va être le kéfier. On s'en rappelle. Donc le foulard que portait Arafat. Le foulard que portait Arafat, noir et blanc, qui est un foulard pas du tout religieux, un vêtement pas du tout religieux, traditionnel, arabe. Bon. Alors les filles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont faire porter le vêtement du groupe de référence? Foulard Hermès, la belle jupe écossaise. Non. Est-ce qu'elles vont porter, comme leurs parents, grands-parents restés au bled? C'est-à-dire, plus rien porter, puisque, à la même époque, en Tunisie, en Algérie et au Maroc, on a des photos, les tantes, même les grands-mères, ont baissé, pour certaines d'entre elles, le voile. Elles ne portent plus le voile. Eh bien,
qu'est-ce que vont faire les filles? Sociologiquement, comme une contre-culture, contre la culture dominante, le groupe de référence, les beaux foulards, les belles jupes, contre aussi leur groupe d'origine, qui après tout les exclut, ne les reconnaît pas, eh bien, vont se mettre à porter un voile. Elles n'en connaissent pas la signification, elles ne lisent pas l'arabe, ne le connaissent pas, elles n'ont pas lu nécessairement le Coran, mais elles vont porter un voile. Alain Touraine nous apprend que pour construire son identité, on construit aussi son identité, d'abord et avant tout, en opposition. Voilà pourquoi depuis 89, alors que en 88 et avant, jamais vous avez entendu une quelconque revendication. Jamais vous avez entendu parler de la première génération qui posait problème. J'ai relu la presse, y compris l'un de mes amis, et on en a reparlé avec Stéphane Lation aussi, c'est très intéressant. Il faut savoir que les musulmans de la première génération étaient accueillis dans les chapelles catholiques, dans les salles paroissiales catholiques en France. Pas de problème. 89 est décidément l'année tournant. Olivier Bobineau, sociologue des religions, à votre micro, Pierre-Yves Moret. Voilà, après ce tournant de la fin des années 80, demain nous allons poursuivre sur ces questions, notamment sur les craintes que l'islam suscite. Oui, parce qu'avec cette visibilité croissante de l'islam ou des islams, des différentes manifestations de l'islam dans nos sociétés en Suisse et en France, eh bien les revendications des différents milieux musulmans suscitent des interrogations, surtout compte tenu de la sécularisation de nos sociétés qui se pensent et qui se revendiquent laïques. Alors Olivier Bobineau va nous aider pour la suite de ces émissions à comprendre la méfiance que notamment les Français ressentent vis-à-vis des manifestations du religieux dans l'espace public. Merci Pierre-Yves Moret, ça c'est pour demain à 16h30. Les références des ouvrages d'Olivier Bobineau figurent sur notre page internet rts.ch/esprit. Merci encore à Jean-Claude Gailly pour la réalisation de ces émissions. C'est la fin de cette édition d'À vue d'Esprit. Retrouvez-nous demain à 16h30 pour la suite de cette série intitulée Olivier Bobineau, la sociologie comme sacerdoce. Une série signée Pierre-Yves Moret. Nous allons parler de la méfiance entre musulmans et non-musulmans. Et juste après les informations, Daniel Robella vous attend d'un air entendu pour une série d'émissions consacrée à Massenet, compositeur lyrique français. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2, il est 17h. Il est 17h. Il est 17h. Il est 17h.